Chamonix, entre parenthèses, voire aussi à l'Eschbott. Ville magnifique, où il fait toujours très beau et où les gens sont très très sympathiques. Surtout mon éditeur qui y habite. Vieux campeur, magasin très très bien, qui vend mon livre. Amis commerçants du quartier latin, dépêchez-vous. Il reste encore 2-3 boutiques non encore phagocytées par le vieux. Cela étant, ça fait partie de l'ambiance, ce côté jeu de piste. Où sont les sacs à dos 3e rue à gauche. Et les cartes bus 189 et descendre à la 3e station, puis métro, ligne 4. En plus, maintenant, comme c'était trop simple, les 263 magasins disséminés dans tout le 5e, eh bien, tous les 3 mois, ils changent. On met les jerrycans à la place des planches à voile, les Ray-Ban à celle des skis de rando, et ainsi de suite. Bien plus drôle. Un conseil. Allez directement à la boutique des cartes. Achetez un plan du quartier, une boussole ou un bon GPS, et hop, vous pourrez faire vos courses en moins de 3 jours, peinard. Chaussures. Ah, le temps béni, où pour choisir des chaussures de randonnée ou de montagne, on ne faisait pas la distinction à l'époque, on avait le choix entre cuir et cuir. De toute façon, c'était gros. On ne parlait d'ailleurs même plus de grosses chaussures, on disait les grosses. Cher, lourd, infaisable et durait toute la vie. Nostalgie. Les ampoules à cette époque bénie avaient la taille de pamplemousse. Mais à condition de réchapper des septicémies et autres amputations, au bout de 7 à 8 années de pratique intense, on était plutôt bien dans ces galibiers. C'étaient des machins de 3 kg pièce, en cuir proche de l'acier trempé, à côté desquels les chaussures de sécurité faisaient figure d'escarpins pour poupée Barbie. On trouve maintenant dans la première grande surface venue des chaussures plutôt pas mal, assemblées et cousues par des enfants du sud-est asiatique de moins de 4 ans, qui ne travaillent que 10 heures par jour, donc pas cher, et qu'on a même plus mal aux pieds avec. Mais rassurez-vous, amis randonneurs et oiseaux, les grosses en cuir existent toujours, j'en ai rencontré. Elles sont toujours aussi lourdes, infaisables et indestructibles qu'avant. Et pour ne rien gâter, toujours aussi chères. Une semaine de vacances. Avant-propos. Je fais le plus beau métier du monde. Pas le plus vieux, non. Le plus beau. C'est tout du moins ce que tout le monde dit. Un des plus curieux également. Pensez, à longueur d'année, j'emmène des clients en randonnée. Impensable, il y a encore peu de temps, un diplôme a été créé pour faire face à l'engouement tout nouveau pour la randonnée, la montagne et la nature en général. Dans les années 60, tout randonneur qui se respectait n'aurait jamais imaginé un diplôme d'État qui plus est, pour guider, accompagner un public en moyenne montagne. Eh bien c'est fait, et c'est bien fait, et j'en suis. Seulement, j'habite la Normandie. Imaginez une région française où les plus hautes altitudes relevées le sont à peine. Relevées. En Normandie, la montagne, c'est très loin. Tout là-bas, dans le sud-est, là où on va pour les vacances. Alors quand on me demande « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» et que je réponds « Accompagnateur en montagne », il y a comme un blanc. Remarquez, je m'y suis habituée, je connais les signes. Les yeux s'écarquillent, la mâchoire inférieure se met à pendre dangereusement vers la poitrine, et les secondes de silence paraissent interminables avant le traditionnel « Mais il n'y a pas de montagne ici ?» Ben non, il n'y a pas de montagne par ici, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors il me faut expliquer. La vie familiale a fait que la forte clientèle sur Paris et la Normandie, mes attaches, la demande de plus en plus forte pour les randonnées en Bretagne, mes nombreux déplacements des Alpes aux Cévennes, de la Bretagne à la Norvège et tout ça. Alors là, c'est bon, tout est compris, il n'y a pas de lézard. C'est le moment où je courbe le dos, l'échine, en guettant le très attendu et jovial. Mais alors, vous êtes toujours en vacances. Agacement.
De deux choses l'une. Soit vous partez dans une justification. C'est pas parce que vous emmenez des gens en vacances que vous êtes en vacances. Vous voyez, le médecin, c'est pas parce qu'il soigne des malades qu'il l'est toujours, lui, malade. C'est idiot, mais enfin c'est pertinent, non? Justification qui, en plus d'être pédagogique, a l'avantage de vous désénerver quant au fait d'être pris pour un feignant 12 mois sur 12. Ou alors, vous n'avez aucune intention de vous justifier et mettez fin à la discussion par quelque chose de très recherché du genre « et ta sœur ?» Mais là, à moins qu'il ait une sœur et qu'elle soit elle-même accompagnatrice en montagne, vous perdez une relation. C'est quoi un accompagnateur? Être accompagnateur en montagne, c'est passer 1, 2, 6 jours ou plus avec des gens qui n'ont rien à voir entre eux, rien à voir avec vous, ni avec votre conception de la randonnée, de la nature, de la montagne. Être accompagnateur en montagne, c'est arriver à gérer tout cela, à désamorcer les tensions et à tenter de résoudre les conflits. C'est bien sûr tenter également d'intéresser tous ces gens au milieu naturel qui les entoure. Être accompagnateur en montagne, c'est faire tout cela en leur faisant toujours croire que vous êtes totalement détendu, à l'aise et sincèrement heureux d'être en si agréable compagnie. Et ça, c'est dur. Les participants. Il y a forcément le petit gros à lunettes. Toujours jovial, plein de bonnes blagues, tout en finesse, genre la gaffe, mettant systématiquement les rieurs de son côté. Celui-là, qui, à chaque fois que vous tentez d'expliquer le plus pédagogiquement possible quelque chose, ponctuera chacune de vos phrases d'un poil au nez, poil au main, ou bien pire. Avec un peu d'expérience, on apprendra à lui tourner systématiquement le dos, lorsqu'on explique quelque chose, à ne laisser aucun blanc entre ses phrases, aucun moyen susceptible pour lui d'en placer une, et à parler exagérément fort pour que le poil à main soit résolument couvert par l'explication de la ponte du crapaud chanteur en Haute-Silésie. Mais est-ce finalement beaucoup plus intéressant que les poils aux mains? Il y a celle qui a tout fait. La pro. Presque pro, parce que si elle n'a pas fait guide ou accompagnatrice, c'est uniquement parce que c'est pour des raisons obscures et personnelles. Parce que sinon, vous pensez bien, hein, elle a commencé très tôt, passant depuis toujours vacances et week-ends, été comme hiver, à parcourir les montagnes et le monde. Alpiniste chevronnée, trekkeuse hors norme, skieuse de randonnée d'un très bon niveau, elle assène tout ça au groupe dans les 3 premières minutes où l'on fait sa crispante connaissance. Elle a randonné dans des pays qu'on ne savait même pas que ça existait, connaît toutes les catégories de matériel, leur application, leur prix, et son jugement là-dessus ne tolère aucune contradiction. D'ailleurs, chez elle, rien ne tolère aucune contradiction. Son équipement, son matériel, sont flambant neufs et de la toute dernière génération, high-tech à vous faire baver d'envie, vous, le pro, avec vos grosses pompes en cuir et votre sac en coton bleu roi. Invariablement, à un moment ou à un autre du séjour, il faudra bien que quelqu'un lui demande pourquoi elle part avec un accompagnateur, sinon pour le conseiller. Et invariablement, à un moment ou un autre du séjour, on comprendra pourquoi. Il y a la névrosée. Elle, au moins, on sait pourquoi elle est là. Elle ne supporte pas d'être seule, mais on comprend rapidement pourquoi elle l'est. Son but, sa vocation à elle, c'est de raconter ses 10 dernières années d'analyse. Ses différentes formes, de vous énumérer les 50 analystes les plus en vue actuellement dans sa région, les différentes façons de mettre fin à ses jours, même si elle n'a jamais franchi le pas pour des raisons de religion. Cliniquement, elle a tout avalé. Et elle prend du Prozac comme vous des barres énergétiques. Les toutes premières heures, alors que l'ensemble du groupe la fuit comme la peste bubonique, vous ne la lâchez pas d'une semelle. Façon Kevin Costner dans Bodyguard, sursautant à chaque rondelle de saucisson qu'elle coupe avec son opinel et à chaque bout de vide qu'elle regarde avec insistance, non sans s'être assurée avant que tout le monde l'ait bien vu faire. Et puis au fil des heures, des jours, non pas que vous ayez franchement envie de la pousser dans le vide, non,
Mais bon, tout au moins de détourner la tête au moment fatidique. Elle est là pour se raconter. Elle pourrait tout aussi bien faire un stage de point de croix ou de yoga en Provence. Il y a aussi François. Je l'appelle François parce qu'il faut bien lui donner un prénom. J'en ai eu un, une fois, que j'ai appelé François toute la semaine. À la fin du séjour, sur le quai de la gare, avant de se quitter, il m'a juste dit « Tu sais, mon nom, c'est pas François, c'est Philippe. » Et il est monté dans le train. François, donc, il arrive au rendez-vous, il dit bonjour, et c'est tout. Il passe la semaine avec nous, ou le groupe avec lui, c'était pas trop. Le genre, quand on compte les gens pour voir si personne ne manque, on l'oublie. À la fin de la semaine, sur le quai de la gare, avant de se quitter, il vous dit au revoir. Et éventuellement que vous l'avez appelé d'un mauvais prénom pendant toute la semaine. En général, on ne les revoit jamais. Ils doivent rejoindre leur planète d'origine. Allez savoir pourquoi, il y a toujours un hypocondriaque dans un groupe de randonneurs. C'est comme ça. Alors le seul avantage de l'hypocondriaque, c'est qu'il va forcément avoir dans son sac le médicament qui vous manque. Et des fois, 2 boîtes. Ah non, je ne déjà pas. Il connaît le Vidal par cœur, et si vous manquez, et lui aussi, d'un remède quelconque, hop, il vous trouvera l'équivalent. Connaîtra la posologie et les effets secondaires. Avant chaque repas, et au milieu pour l'estomac, il s'enfilera sa cohorte de pastilles et de gélules de toutes les couleurs, avec sérieux et application, comme vous, des cacahuètes à l'apéro. L'hypocondriaque ne va jamais bien. Vous le faites savoir. Il se soigne tout le temps. L'hypocondriaque n'a pas de rhume, non, il a une rhinite. Il n'a pas mal au ventre, il n'a que des gastro-entérites. Et la moindre petite gêne derrière le talon devient une tendinopathie. Impressionnant. Ce qui ne l'empêche pas chaque soir de se taper son verre de rouge et de génépi, et s'il a la tête en biais le lendemain, d'accuser la soupe ou la crème aux œufs et hop, un comprimé de polycyrène. Ah oui, parce que chaque soir, il y a le génépi. Pour ça aussi, il y en a toujours un dans les groupes. Pas ivrogne, mais bon. Inutile de vous imaginer traverser un patelin sans vous arrêter à une terrasse quelque part, le voir s'avaler ses 2,5 le temps que vous goûtiez votre café. En milieu de journée, il pressera le groupe pour avoir le temps de boire l'apéro. Enfin, après la mousse. Parce que pendant que les autres font la queue à la douche, lui, hop, 2 bières. Et en forme pour l'apéro. Le vin à table, moi aussi d'ailleurs. Et après la verveine. Ça loupe pas. Il annonce « Oh, on se boira bien un petit quelque chose !» Le lendemain matin, il paraît frais comme un gardon. Et ça vous fout le moral en l'air pour la journée. Autant vous prévenir que pour les comptes de fin de séjour, il y a intérêt à lui faire une colonne à part, sinon ça tousse dans le reste du groupe. Il y a bien sûr Marie quelque chose. Sortie tout droit de sa rue de Passy, elle est et sera, du début à la fin, pomponnée, maquillée, à vous demander comment elle fait. Ah oui, évidemment, elle reste 25 minutes dans la douche du refuge, solaire, quand 15 personnes attendent à la porte. Elle se parfume aussi, du début à la fin, même si vous lui expliquez 100 fois qu'elle va attirer les mouches et les moustiques, et puis faire fuir les chamois. Elle fait « Ah oui, oui », avec un sourire tout embêté, et puis elle recommence. Marie, quelque chose, n'est pas désagréable. Ni avec vous, ni avec le reste du groupe, simplement décalée. Elle va s'étonner du manque de serviettes au casse-croûte du midi, ou du fait que vous ne changiez pas de short pendant toute la semaine, alors qu'elle, chaque jour... Elle va s'étonner également de celui qui pète et rote à tour de bras, et puis que ça fait beaucoup rire. Elle fait alors de petites mimiques. Pas de colère, non, mais des petites mimiques. De celles qu'on fait quand on n'est pas du même monde et qu'on découvre qu'on s'encanaille un peu, quelque part. Mais charmante. Tellement propre. Jean-Pierre, c'est le prof de gym. Ah, et le prof de gym. Vous voulez savoir comment on sait qu'ils sont profs de gym? Parce qu'ils vous le disent. Tout de suite. Sans qu'on leur ait rien demandé. Ils vous disent aussi tout de suite qu'ils espèrent que ça va aller assez vite. Et là, ça commence à vous agacer un petit peu. Ils commencent très vite aussi à faire 2-3 réflexions sur le physique des participants et sur le vôtre. La présence de femmes qui risquent de ralentir considérablement la marche, et là, ils vous énervent carrément. Vous sentez bien au regard des autres que vous n'êtes pas le seul. Ah, douce et silencieuse entente de la populace lyncheuse, souhaitant d'une même et perverse pensée de voir vite arriver la première côte,
où on les laissera loin derrière, et la pause où on pourra longtemps les attendre en ricanant. Il y a bien sûr celle qui est venue chercher l'âme sœur. Vous vous dites, pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Rassurez-vous, il y en a au moins une dans tous les groupes. Celle qui, dans les dernières pages d'Alpirando, écrit « Femme, 32 ans, sportive, non fumeuse, cherche homme, 30-40 ans, pour balade, nature et plus... » Eh bien, c'est elle. Elle est souvent gentille, mais toujours stressée. Pressée, elle sait bien qu'il y a que 6 jours. Alors, les préliminaires, les « je vais trouver mon petit mouchoir pour voir qu'il ramasse », non, pas le temps. Si elle vous trouve à son goût, vous verrez, elle va avoir 3 ampoules par jour, une tendinite chaque soir et un mal de dos épouvantable chaque matin. Dans le dortoir, vous la trouverez bizarrement chaque soir installée à côté de vous, bien tout à côté. Elle s'assoit tout près au pique-nique, elle a très peur à chaque névé et ne peut absolument pas passer si vous ne lui donnez pas la main. Elle vous dira que vous faites un beau métier et vous prendra sans arrêt en photo. Mais si ça tombe sur un autre, alors là, qu'est-ce que vous rigolez? Et puis, il y a la prof. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les profs, hein, mais nous, on a les bonnes. Celle qui vous taraude le souvenir du temps de votre 5e, qui vous a pourri vos jeudis, vos dimanches et votre adolescence, enfin, la prof. Personne ne l'aime, elle n'aime personne. Elle n'ouvre la bouche que pour vous reprendre, vous corriger, on dit pas ça, mais ça. Elle toise les autres du haut de son chignon, même s'il n'a pas de chignon. Mange au bout de la table, dort 2 places plus loin que le groupe dans les dortoirs et fait ostensiblement exprès de s'écarter lorsque vous expliquez quelque chose. Elle n'a rien à apprendre, c'est la prof. Le premier jour, le départ. Enfin, on part. Révélatrice la première heure du premier jour. Dès que ça monte un peu, chacun essaye de se situer soi-même physiquement et aussi par rapport aux autres. Ça souffle, les sacs sont lourds, font mal, souvent les pieds aussi, surtout pour le type au patogas. On s'habille, se déshabille fréquemment, on cherche son rythme. Moi, je dis rien, je laisse faire. J'attends, embusqué, afin de savoir quel conseil donner, à qui et comment. Et là, il ne faut pas se planter. C'est dans cette première demi-journée que le travail pédagogique de l'accompagnateur quant au rythme de marche, au souffle, au port du sac, son réglage, va se révéler le plus utile, le plus payant. Par exemple, celui au patogas, je vais plutôt le plaindre, l'encourager, lui dire que la prochaine fois il saura, plutôt que de me foutre ouvertement de sa gueule, avec des « ah, ça fait mal, hein ». Je ne vais pas non plus, assis dans l'herbe à la pause depuis déjà 3 bons quarts d'heure, lorsque la toute dernière arrive enfin, violette et prête à imploser, ricaner avec le reste de la horde, comme quoi on n'aura jamais fini aux premières neiges, ou qu'elle aurait mieux fait de choisir macramé comme activité estivale. Ou pire, alors que dans un grand soupir de frein de semi-remorque, elle s'apprête enfin à retirer son sac pour s'écrouler lamentablement dans les rodos, me relever d'un bond en lançant joyeusement « Ok, tout le monde est là, on repart !» Non, vraiment, ça ne faut pas le faire. Du moins, pas le premier jour. Et pas avec n'importe qui. Alors, on va avoir nos bons, nos plus et nos moins. Les bons, qui m'agacent de plus en plus rien que d'en parler, malgré leur bontitude, vont encore une fois, et comme leur nom l'indique, être bons. Je vais leur dire, on commence doucement, hein, régulier, on souffle bien, suivez-moi, et puis je vais vous donner le rythme. Eh bien, ils commencent doucement, avec un pas régulier, ils soufflent parfaitement, à croire qu'ils ont fait ça toute leur vie, et ils me suivent, le pas dans mon pas, qu'on dirait des clones de moi-même, qu'on a forcément à un moment ou à un autre, par goût immodéré de la galéjade, envie de s'arrêter net pour qu'ils se rentrent tous dedans. Ensuite, il y a les plus. Ils n'ont pas forcément les knickers et les chaussettes jacquard, mais ils pourraient. Eux, dès le top départ, se sont arrachés des starting blocks dans une grande frénésie de bouffeurs de dénivelé et de cailloux. Au premier virage, ils ne sont déjà plus là. Avalés, disparus, cachés par un gros nuage de poussière et de gomme de 10 grammes surchauffés. Ils suent, sang et eau, poussent, soufflent, rougeoient et tachycardisent tant et plus, mais montent, grimpent, faisant fi des dernières fleurs de rhodo, des marmottes sifflotantes et de mes injonctions à partir doucement le premier jour. Bah basta, on a payé, on veut en chier. Alors ils en chient. Cela, faudra presque se fâcher pour les pauses, et une fois la dite pause enfin concrétisée, s'asseoir et user de toute mon autorité pour les empêcher de repartir dès l'arrivée de la toute dernière. Je
pourrais toujours leur parler du bleu quasi surréel de la gentiane printanière, du système végétatif de l'Edelweiss, de la beauté croquignoute du petit marmotton imitant sa mère, ou de l'étincelance d'un cristal de roche, rien à battre. Par contre, si je les branche sur le cumul des dénivelés, le record d'avalage de pente à l'heure, le kilométrage parcouru en un temps donné, alors là, ils frétillent de partout. Ils écoutent, posent des questions, font chut à l'insupportable jante féminine discutant un peu à l'écart afin de savoir si le mauve de leur sac à dos ne jure pas trop avec le cordon de leurs lunettes, alors forcément, ils ne vont pas du tout, mais alors pas du tout s'entendre avec les moins. Les moins n'y sont pour rien d'être des moins. Ils ne l'ont pas fait exprès. Aucune volonté de nuire, ah non, non, je vous l'assure. Mais voilà, déjà au moment d'arracher le sac du sol et de se le poser sur les épaules, ils émettent un gros bruit avec la bouche qui en dit long sur la suite. À l'instant précis où le sac se pose sur les épaules, par un système de parfaite synchronisation, le genou plie et la mâchoire s'affaisse. Non, non, ils ne meurent pas tout de suite. Même si pour un secouriste comme moi, il y a des signes reconnaissables de syncope bleue. Juste après, ils réajustent l'énorme sac avec un grand ah, et là, trouvent toujours un petit truc à dire quand ils peuvent encore parler, comme quoi, ah, c'est bien la dernière fois, ou oh là, il n'y a plus que 6 jours, ou mais qu'est-ce qui m'a pris? Comme s'ils n'étaient pas là de leur plein gré. À cet instant, faire très très attention à ce que l'on dit, toute phrase un peu équivoque pouvant vous retomber immédiatement sur le nez. Ne pas trop insister non plus sur les conseils. Pas de cours sur la physiologie de l'effort, comment monter, souffler, respirer, ainsi de suite. De toute façon, ils n'écouteront absolument pas. Les laisser en baver, observer pourquoi ils en bavent, et dès la fin de la première pause, envoyer paître le groupe des bons et prendre les moins en main. Leur imposer son propre rythme de marche, même si on a réellement l'impression d'aller à reculons, tellement ça n'avance pas. Profiter de ces moments de quasi-arrêt pour faire ses comptes, réviser l'anatomie du bouquetin, ou même, pourquoi pas, lire un peu l'art, mais sans que ça se remarque. Petit plaisir gratuit du professionnel, lorsqu'au plus fort de leur souffrance, lorsque vraiment, malgré les conseils de ne pas s'arrêter, livide, le front sur les genoux, ils s'autorisent enfin une courte pause, et qu'ayant repris un dixième de leur souffle, ils demandent dans un soupir, mais comment ça se fait que vous soufflez pas? Répondre, l'air de rien, le regard perdu vers l'immensité, que je ne souffle uniquement qu'en accomplissant un effort. Vous verrez, c'est l'un effet des plus jouissifs. Pour vous, bien sûr. En marge de ces trois catégories, un lien schématique, je vous l'accorde volontiers, on en trouve une quatrième, qui n'est pas une catégorie à proprement parler, puisqu'elle se conjugue avec une des deux décrites précédemment, ce sont des contemplatifs. Ah, bien sûr, les contemplatifs ne se trouveront jamais, au grand jamais, chez les plus. Mais on peut indistinctement les trouver chez les bons comme chez les moins. Les contemplatifs, pour sympathiques qu'ils puissent paraître au premier abord, rapport à ma mission première de faire découvrir la nature et la montagne, n'en sont pas moins, au fur et à mesure de l'avancée de la journée, profondément agaçants eux aussi. Je m'explique. À la première petite mousse, la première marguerite, tout ce qu'il y a de plus commun, au premier merle, je ne vous raconte même pas si on tombe sur de l'exceptionnel, genre lys martagon ou gibette, ce ne sont que des « Oh, elle est pas jolie cette fleur, avec tous ces pétales et toutes ces petites feuilles, et toute cette tige et tout. Oh, Jean-Marc, mais c'est quoi comme fleur ?» Moi, je suis déjà 400 mètres plus haut, en train de calmer l'abruti haletant qui trouve que si on s'arrête à chaque fleur, à cette saison, on n'est pas rendu, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais le client est roi. Je redescends donc les 400 mètres en tentant de garder le sourire et arrive enfin devant la fleur en question. Ah, je ne m'attendais pas à une espèce d'orchidée rare, mais tout de même, c'est une marguerite. Oh, c'est donc ça, une marguerite. Oh, et vous avez vu tous ces petits pétales et tous ces... Oui, c'est comme toutes les marguerites. En prenant alors fortement sur moi, je leur explique que ça va plus être possible. Pour des raisons aussi simples que l'heure de la soupe au refuge, la nuit qui invariablement tombe chaque soir, la randonnée qui ne dure que 6 jours et non 30, enfin des choses comme ça. Mais c'est pas gagné. Ils vont me rétorquer que oh, c'est pas l'usine, que déjà ils courent toute l'année, qu'ils ont payé justement, non pas pour faire la course comme l'autre là-haut, hein, mais bien pour s'arrêter où et quand ils veulent, pour voir, pour connaître, apprendre toutes ces petites choses, si loin de leur trépidante vie citadine. Oui, mais profitez des pauses au moins, me hasardai-je.
Expliquer de nouveau avec la plus extrême délicatesse les contraintes liées à la montagne, aux horaires, aux refuges, tout ça. Mais encore une fois, rester neutre, sans allusion aucune au gros bœuf rougeoyant qui, très loin là-haut, est passé en phase rouge. J'aperçois nettement ses bras décrivant de grands moulinets et n'entends heureusement pas un mot de tout ce qu'il crie. Je lui fais signe qu'il peut aller jusqu'au col, hein. Ça va le calmer. Moi, je prends en charge le lot de contemplatifs, en tentant de mettre systématiquement la semelle de ma chaussure sur tout ce qui pourrait les captiver, à savoir une feuille morte, une pomme de pin ou un emballage de granit. Tout doucement, pas à pas, j'atteins le col et Jean-Pierre, le prof de gym, qui tellement heureux d'être arrivé en haut le premier, ne fera aucune réflexion, ne montrera aucune animosité envers les derniers. Je distribue quelques fruits secs, quelques félicitations sur leur rythme de marche, pas trop parce que ça semblerait louche, et leur nomme les quelques sommets qui, sans ces énormes cumulus bouchant l'horizon, s'offriraient grandiosement à leur vue. Et je repars parce qu'il est 16h. Le dernier jour, les adieux. C'est le dernier jour. On part assez tôt parce qu'ils ont tous leur train vers 14h. Ambiance de dernier jour de colo, chahut surexcité ou cafard affiché. Marie-Chantal, elle est toute triste. Elle doit se demander si sentimentalement cette semaine elle s'est pas un peu plantée. Jean-Pierre lui adresse carrément plus la parole. Il doit se remettre en condition pour ce soir avec sa femme. Faut dire que Marie-Chantal, hier soir, à la fin du repas, elle lui a mis tendrement la main sur le bras et lui a demandé avec un petit sourire s'il n'avait pas eu trop peur là-haut avec l'orage, parce qu'il courait drôlement vite. Jean-Pierre a retiré vivement sa main et Marteau-Piqueur a sorti une de ses blagues vaseuses. Tout le monde a fait semblant de rire. Moi, je l'aime bien, la petite Marie-Chantal. La plus nature, la plus vraie. La petite Cholina, elle n'a pas l'air triste. Elle se met plus à côté de moi. Elle a dû finir par comprendre, il était temps. Elle doit déjà penser à la prochaine petite annonce dans alpinisme et randonnée. Ou à son prochain séjour. Vite, à peine rentrée chez elle, feuilleter l'annuaire des accompagnateurs, ça existe, et cocher la victime. Mais c'est bête parce qu'il n'y a pas les photos. Gérard et Marteau-Piqueur, ils sont excités comme des mouches. Et ça rigole, et ça pince les filles. Un vrai bonheur. Sûr que dans le train, ils vont chanter « Plus vite, chauffeur, plus vite, chauffeur, plus vite !» Manon et Lisa sont peut-être les deux seuls qui vont se revoir. Manon a branché sa copine sur un séminaire en Ardèche de quelque chose de thérapie. On apprend à se relaxer en chantant des mélopées indiennes chaque nuit, sous les étoiles. Il paraît que ça marche. J'espère parce que c'est drôlement cher. Moi, mes tarifs, on a des rigolos à côté. Bah, je vais peut-être me mettre aux mélopées indiennes. C'est comme les semaines survie, ça. Une cliente m'a raconté, pendant une semaine, ils ont dormi à la Belle Étoile et mangé uniquement ce qu'ils trouvaient dans la nature. Baies, glands, racines, feuilles. Elle a perdu 4 kilos. Eh ben, c'est horriblement cher. Bien plus que mes semaines avec nuit en refuge, repas en refuge, casse-croûte élaborée, prêt de matériel, tout ça. Non, il y en a qui savent y faire. Hein. Durant une semaine, bénéfice net. Je suis vraiment pas un businessman. Enfin, mais je m'égare. Donc on est arrivé en gare de Briançon. On a pris le temps de boire un pot d'adieu avant le train. Moi, je restais sur place, je reprenais un nouveau groupe le lendemain après-midi. Eh ouais, encore une semaine de vacances, comme m'a fait remarquer Gérard. Et ensuite, ils m'ont donné les chèques. Certains avec un petit mot sympa, du genre tu l'as bien mérité. D'autres un petit peu plus désagréables. Ah bah mon salaud, tu t'emmerdes pas. Des choses comme ça. Enfin, pousse toujours et oublie pas de signer, que je me dis. Et puis l'annonce du train. On se lève, faut y aller. Les bises, les serments de main, les derniers petits mots gentils, ou comme Marteau-Piqueur, des armants. Bah, j'espère que t'as un groupe aussi sympa et marrant que nous, hein, pour la semaine prochaine. Il y en a qui doutent vraiment de rien. La prof, elle m'a fait la bise. 2 bises. Ça se sentait bien qu'elle n'avait pas l'habitude. Ses lèvres, elle ne savait pas ce qui leur arrivait. Déjà qu'il avait fallu sourire avant-hier. Et là, elle m'a dit dans l'oreille, pour que surtout personne n'entende, je te remercie. Tu sais, tu m'as appris plein de choses. Les autres, ils me regardaient. Déjà pour les bises, je les sentais un peu interdits. Mais alors, quand ils ont vu mon sourire et entendu mon merci, ça me touche beaucoup, là, ils se sont vraiment demandé est-ce qu'elle avait bien pu me glisser à l'oreille. Sûr qu'ils auraient payé très cher pour le savoir, mais ils peuvent toujours courir.